Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans 6388, votre émission qui fait le tour de la création du jeu de société. Nous sommes à la 8e émission et bien sûr, je suis toujours accompagné du fabuleux Théo Rivière. Salut! Salut Zéphiriel, comment tu vas? Écoute, très bien. Encore une fois, très heureux d'aborder cette 8e émission et de passer sur la deuxième partie de la promotion du jeu. Comment vas-tu toi-même? Écoute, très bien, je suis en pleine promotion de jeu au moment où on enregistre, donc je suis chaud comme la braise pour parler de ce sujet. Parfait, ça tombe très bien, plein dans le sujet. Pour résumer les dernières émissions, donc là on a fini notre proto, on l'a vendu à un éditeur, l'éditeur l'a fait produire et on arrive à la vrai début de vie du produit du jeu de société qui est devenu un produit, on en parlait dans l'émission numéro 7, et là en fait on va aborder tout le thème de, encore une fois, la collaboration éditeur-auteur, mais à la sortie du jeu, et vraiment quand il arrive là sur les étals et qu'il commence à se vendre, qu'est-ce qu'on fait maintenant, comment ça se passe en termes de collaboration et qu'est-ce qui va venir par la suite. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais reposer un peu la même question que j'avais dans l'émission numéro 7. À ce moment de promotion du jeu de société, donc qu'au moment où il est sorti sur les étals, que devient le rôle de l'auteur? Parce que là, t'as plus rien à créer directement. Ta collaboration avec l'éditeur est pas finie. Il y a une forme de promotion qui doit être mise en avant. Qu'est-ce que toi, tu deviens en tant qu'auteur? Alors encore une fois, vous commencez à avoir l'habitude aussi si vous écoutez cet épisode 8, mais c'est mon exemple personnel et c'est très variable, cette fois-ci en fonction des auteurs. Tous les auteurs n'ont pas envie de s'impliquer de la même manière. Moi, j'aurais tendance à m'impliquer beaucoup, parce que j'aime bien ça en fait, et parce que ça m'amuse pas mal. Et donc, je vais essayer d'accompagner le plus possible l'éditeur dans tout ce qu'il peut me demander. C'est-à-dire que s'il y a une demande d'interview, je suis chaud comme la braise. Si il faut faire une vidéo d'explication, je suis toujours motivé. S'il faut se déplacer pour aller faire un peu de promotion, je suis toujours chaud aussi. Il y a vraiment cette dimension où, pour moi et pour d'autres auteurs, je sais que je vais être une pièce dans la boîte à Bruno Catala, mais Bruno Catala partage pas mal ce point de vue. Faire cette promotion, elle fait partie de mon job et ça fait partie de mon taf. Mais je sais aussi qu'il y a d'autres auteurs qui n'aiment vraiment pas ça et qui le font pas, et c'est pas très grave quoi pour le coup. Est-ce que toi, tu ressens une différence sur la mise en avant des jeux lorsque justement tu as des auteurs qui s'impliquent plus que d'autres et qui laissent complètement le boulot à l'éditeur en termes de promotion? Ce que je vois comme différence, et attention, alors on m'a écrit un peu d'ailleurs, c'est assez rigolo, vous êtes plusieurs à m'avoir écrit pour parler de mon petit syndrome de l'imposteur qui ressort des fois quand je parle, et là on va avoir l'impression qu'il ressort beaucoup, mais promis ça va, je le soigne et je le vis bien. Mais il y a une dimension où j'ai l'impression que j'ai réussi, en communiquant un peu plus, à apparaître aux yeux des joueurs et du public comme étant un auteur un peu plus important que ce que je suis réellement. J'entends par là, typiquement ça est revenu plusieurs fois, et encore une fois, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais dans des discussions de gens de la chose ludique qui parlaient des auteurs, on en connaît quand même quelques-uns, des mecs comme Bruno Catala, Antoine Boza, Théo Rivière. Et souvent, je me suis retrouvé à être sur les 4-5 auteurs qui étaient un peu cités, avec beaucoup de plaisir, et ça me fait beaucoup de fierté, beaucoup de plaisir, vraiment c'est très chouette. Mais en ayant en tête que, promis les gens, si on essaye de faire genre un podium des auteurs, et ça aurait pas de sens, mais au moins en nombre de ventes ou en popularité, vraiment il y a Bruno Catala, Antoine Boza, puis il y a un océan, et moi je suis un peu en dessous quoi. Et je pense que le fait que les gens pensent à moi régulièrement quand ils parlent d'auteurs de jeux, ça vient du fait que j'essaye de communiquer un peu sur mon boulot, sur la manière dont on fait les jeux, 63-81, et presque un exemple un peu méta d'ailleurs, et que ça m'a donné un peu plus d'importance. D'accord, mais du coup c'est marrant parce que tu as commencé ta phrase en parlant du syndrome d'imposteur et j'avais l'espérance, je veux dire, que tu puisses dire je me sens plus légitime du coup à me sentir auteur de jeu et conscient de ce que j'apporte dans le sens positif, mais du coup tu as repris un peu cette version un peu négative du syndrome quoi. Ouais, avec une dimension où c'est très plaisant et ça me fait vraiment plaisir quand les gens pensent à moi comme auteur de jeu, ou quand on m'invite à des trucs, tu vois, ponctuellement il y a des festivals ou des boutiques, des fois un peu loin de chez moi, qui m'écrivent pour me dire on fait un festival à tel endroit, ça te dit, on t'invite et tu viens faire l'invité. Et j'ai toujours envie de dire oui parce que je suis toujours chaud pour aller expliquer mes jeux et jouer avec des gens, mais je suis toujours obligé d'avoir un petit truc, et là on revient à l'imposteur, mais de dire je peux venir, mais je vais pas attirer grand monde, promis, inviter Bruno Catala quoi, là il y aura des gens qui se déplaceront quoi. Je comprends ce que tu veux dire, et pour le coup je vais pas parler plus que ça parce que j'ai pas du tout ma vision, mais en tant que joueur tout simplement et consommateur, je pense que tu as toujours l'envie justement de rencontrer des auteurs qui communiquent plus sur leur travail parce que tu as une impression de proximité qui se crée facilement avec le réseau social, et les réseaux sociaux en général, et du coup tu as envie d'être proche de cette personne facilement parce qu'elle est cool, parce qu'elle fait des jeux, parce que en plus tu joues à ces jeux, tu apprécies ce qu'il fait, donc
ça va de plus en plus dans ce sens-là. Ça paraît du coup cohérent et ça rejoint ce que tu disais sur le côté. Plus tu communiques et tu montes ton travail, plus en fait ça aide le jeu et ton travail à être connu et à te donner une impression d'être créatif et positif en général. Ouais, tout à fait. Et si on raccroche un peu à cette idée pour un jeu précis, j'ai l'impression que ça va, et même pour les auteurs encore plus installés, ça va pas gommer les défauts potentiels d'un jeu et ça va pas amener le succès d'un jeu ou pas, mais ça va leur donner une mise en lumière de départ qui est peut-être un peu plus facile que pour d'autres jeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que quand je sors un jeu, parce que je vais communiquer dessus, mais aussi parce que j'ai communiqué sur les précédents, bah les gens, ils en entendent parler, peut-être qu'ils se penchent un peu plus dessus en se disant « Ah, c'est un nouveau jeu de Théo, bah je veux regarder ce que c'est parce que j'ai déjà joué à Draftosaurus et j'ai bien aimé. » Là où si jamais j'avais pas communiqué sur mes jeux précédents, c'est pas tant que les gens n'auraient pas raccroché le truc, c'est que souvent les gens ils savent même pas en fait. Moi je l'ai vu sur la différence entre ça doit faire depuis que je suis à temps plein que j'essaye de communiquer un peu plus et ponctuellement sur des jeux un peu plus vieux que j'ai fait avant d'avoir le temps et la volonté de communiquer. Des fois les gens découvrent vraiment a posteriori qu'en fait c'est aussi moi qui l'ai fait quoi. Et c'est rigolo de voir le côté de ah j'ai adoré Sea of Clouds, ah cool bah je suis content que t'aies bien aimé, ah bon mais c'est toi aussi, oui. Et donc ça ouais, il y a une espèce de cercle vertueux dans la communication, je trouve. Ouais, et du coup, on en revient un peu, et je pense que ça pour repiquer un peu sur le sujet et sur les aléas négatifs du sujet qu'on va amener, mais sur le côté, on parle plus de l'auteur d'un jeu plutôt que son éditeur, parce que, alors je sais plus si on en parlait en off dans une ancienne émission ou si c'est sorti finalement, mais l'idée c'est de dire, moi quand j'ai commencé vraiment plus à m'intéresser aux jeux de société, il y a de ça un petit moment, je voyais plus les éditeurs et je me rapprochais plus des jeux que j'avais aimés chez un éditeur, du coup j'allais regarder ce qu'il allait faire en général, mais du coup j'avais cette mauvaise idée de me dire ah, mais attends, le jeu c'est un auteur en vrai, et c'est cet auteur là que je devrais plus suivre plutôt que l'éditeur, hein, parce que l'auteur il est pas attaché à un éditeur, et du coup la mise en avant de l'éditeur est peut-être trop aujourd'hui. Alors trop, c'est pas négatif quand je dis ça, mais quand tu communiques en tant qu'auteur, bah c'est plus révélateur de la vraie création du travail. Je sais pas si elle est trop, mais en tout cas elle est plus que l'auteur. En partie parce qu'effectivement il y a ce côté de il y a des auteurs qui aiment pas, alors que les éditeurs, la notion de communication elle fait partie de leur bagage d'entreprise quoi. Il y a pas de maison d'édition qui se disent pas je vais pas du tout communiquer sur mes jeux parce que j'aime pas ça. Elles savent que ça fait partie du boulot. Là où un auteur peut se dire moi ça m'intéresse pas, je veux juste faire des jeux et puis c'est tout. Et aussi parce que c'est les éditeurs qui ont les moyens de payer de la communication et qui ont le temps possible, parce que c'est leur travail aussi. La plupart des auteurs sont quand même vraiment avec un autre boulot à côté, de consacrer du temps pour faire ça quoi. Et du coup, pour recouper sur le sujet, parce qu'on a un tout petit peu digressé, mais c'est très intéressant. Est-ce que sur le côté communication du jeu, donc pur et dur, de ton produit, est-ce que tu as des demandes de ton éditeur? Est-ce qu'il va être force de proposition de son côté? C'est plutôt ça l'idée, pour t'envoyer soit en festival directement, dans des salons particuliers ou dans des boutiques pour mettre en avant le jeu, ou est-ce que c'est même pas abordé en général? C'est un peu compliqué, pareil, ça dépend pas mal des éditeurs. Ce qui est certain, c'est que de plus en plus, la plupart des éditeurs vont te solliciter pour faire du boulot de rédactionnel, que ça soit des interviews, parce qu'il y a beaucoup de blogueurs maintenant, c'est revenu pas mal, et donc il y a pas mal de questionnements sur les jeux et donc d'interviews possibles à faire. Il y a généralement, les éditeurs aiment bien avoir un carnet d'auteurs, qui est un truc que moi j'adore rédiger aussi, qui est un petit making-of en fait de comment s'est passée la conception du jeu. Donc sur ça, on va être régulièrement sollicité. Pour ce qui est des déplacements et des animations, c'est plus ambivalent, entre autres parce que c'est rare que les éditeurs aient la volonté de payer pour les déplacements. Il y en a quelques-uns pour le coup, mais ça impose des questions un peu bizarres parce que est-ce que tu peux aller à tel festival en prenant ton train et ta nuit d'hôtel pour faire la promotion de ton jeu, mais tu comprends, on est une petite boîte, on peut pas te payer. Par des cas, c'est quand même plutôt non que plutôt oui. Et donc ça se fait malheureusement encore pas mal. Par contre, c'est aussi clair que les éditeurs vont te solliciter sur les gros festivals. Et moi, je sais que quoi qu'il arrive, je suis présent sur les festivals les plus gros, les plus importants quand il y en a un, puisque encore une fois on enregistre en 2020, donc il n'y a rien du tout. Mais je suis forcément au Fige à Cannes, à Paris et Ludique, je vais être à Ludinor, je suis ponctuellement à l'Alchimie du jeu à Toulouse, je suis à Essen. Et évidemment, quand un éditeur m'écrit pour me proposer une séance de dédicace ou une petite séance d'animation dans ce cadre-là, c'est rare que je refuse quoi. En fait, tu as soulevé un point intéressant et qui est un peu soumis à débat sur pas que sur le jeu de société, mais sur le fait d'être auteur en général, hein, que ce soit de jeux ou de bouquins par exemple. Mais le fait de te dire, ok, où s'arrête ton travail en fait en tant qu'auteur, et où ta bonne volonté veut t'amener dans la promotion de ton jeu, de dire, je vais aller dans un festival, ok, je suis dédommagé par mon éditeur pour tout ce qui est défrayé plutôt par mon éditeur pour ce qui est billet de train hôtel, ça, ce qu'on peut
je pense, j'espère en tout cas pour moi, appeler la base, mais où s'arrête ton travail? En vrai, tu devrais aussi être rémunéré en tant que personne sur ton travail en tant que sur le stand. Je sais qu'il y a certains éditeurs qui vont presque même utiliser, et je mets des énormes guillemets là-dessus, leur auteur pour faire une partie du boulot sur le stand en tant que vendeur, en tant que au-delà de la promotion en fait. Et ça, c'est un peu borderline sur plein de points. Alors normal d'un côté, parce que tu peux pas dire en tant qu'auteur, bah non, je vais pas venir sur le festival faire le boulot de quelqu'un d'autre parce que c'est mon jeu et j'ai envie de le mettre en avant et c'est normal. Mais où s'arrête en fait la limite entre t'es auteur et tu peux mettre la promotion en avant et t'es sur un festival, mais tu devrais quand même être pris en charge d'une certaine façon, quoi. Est-ce que tu vois la question? Ouais, clairement. Et elle est très complexe parce que je te rejoins sur. En fait, moi, si on me propose d'aller sur je suis sur un festoche, on me dit est-ce que tu veux 1 heure pour faire jouer ton jeu aux gens? Je suis chaud comme la braise parce que je sais que je vais passer un très bon moment, je vais faire jouer mon jeu, les gens ils vont s'amuser, je vais rencontrer du monde. Donc j'ai grave envie de le faire et ça fait partie presque du package que je propose à l'éditeur quand il va signer mon jeu, c'est de lui dire aussi t'as besoin d'un coup de main sur ce genre de choses, moi je suis là et je suis dispo pour le faire, quoi. Néanmoins, c'est vrai que c'est aussi un travail dans l'absolu et que c'est un travail pour lequel on n'est pas rémunéré directement et le milieu du jeu, en tout cas, a pas encore exploré ces idées de se dire, là où le milieu de la BD discute pas mal et a pas mal discuté typiquement les dédicaces en disant, on va arrêter de se dire que c'est juste un outil de promotion et que ça rapporte autant à l'auteur de la BD qu'à l'éditeur, et on va se dire que quand il y a une dédicace d'organiser, l'auteur va être rémunéré. Nous, on est encore vraiment très très loin de ces considérations-là. Moi, j'ai la chance, et ça reboucle un peu sur le fait que comme j'ai un peu communiqué, les gens voient un peu qui je suis. Donc, j'ai souvent un peu de gens qui viennent quand je suis en dédicace. S'il y a l'illustrateur ou l'illustratrice avec moi, là, je vais avoir beaucoup de monde. Parce que avoir un beau dessin de, je sais pas, Camille Chaussy ou de Biboun dans ma boîte, ça me fait trop plaisir quand je rentre. Avoir un petit mot de Théo Rivière qui fait une blague et qui écrit mal, c'est pas si important, en fait. Donc les dédicaces d'auteurs et d'autrices de jeux, ça marchouille. Oui, mais c'est un débat intéressant à soulever. Je pense on n'aura pas la réponse malheureusement, mais là-dessus, mais je pense qu'il faut le pointer du doigt, en tout cas. Pour passer sur ce sujet et amener donc le côté promotion du jeu et où se retrouve l'auteur là-dedans. Qu'est-ce qui peut être fait en général pour promouvoir le jeu à sa sortie? On voit des vidéos YouTube qui sont faites sur les annonces. On voit, tu parlais d'interviews avec des blogueurs, tu parlais de ce genre de choses. Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui est envoyé par l'éditeur? Est-ce qui est de ton ressort? Qu'est-ce qui est le plus pertinent? Qu'est-ce qui fonctionne le plus? T'as toi ton expérience là-dessus? Sur ça, je pense que le boulot, il est fait à 90-95% par l'éditeur, pour le coup. C'est lui qui va sélectionner à qui il envoie des boîtes, par exemple, parce que souvent l'éditeur fait en sorte de recevoir, souvent envoyé par avion, donc un peu cher, mais quelques boîtes en amont pour pouvoir en envoyer aux différents blogueurs, aux influenceurs, aux gens qui font des vidéos, etc., pour qu'on puisse parler du jeu suffisamment en amont avant sa sortie. Et ça, c'est l'éditeur qui gère presque tout le temps. Là, moi, je l'ai eu sur The Loop, c'est, je crois, la première fois où on en a un peu discuté. Et j'ai pu dire, regardez, typiquement, Catch-Up, ils sont pas du tout sur Instagram. Et j'ai pu leur dire, regardez, sur Insta, il y a telle personne qui fait vraiment du super taf. Peut-être que ça vaut le coup de voir s'il y a pas un partenariat à faire ou une discussion à amorcer, etc. Mais c'était plus parce que c'est des potes et qu'on discutait sereinement que parce que j'étais inclus dans la boucle de communication. D'accord, donc ton avis est écouté si besoin, parce qu'effectivement c'est toujours cool d'avoir ton insight là-dessus, mais ça reste du boulot leader. Mais t'as soulevé un point intéressant sur lequel je pense que moi je me rendais pas compte, et en vrai je pense que c'est extrêmement intéressant. Tu parlais de se faire envoyer des boîtes en amont, donc quand le produit est fabriqué, j'imagine de l'autre côté de la planète, donc en Chine pour la plupart, pour justement communiquer auprès des différents journalistes, blogueurs et ainsi de suite, influenceurs, en amont du jeu. Donc. Et ça, cette opération, elle coûte plus cher parce qu'effectivement, les vraies caisses de carton qui vont servir de produits de vente dans les différents magasins, ils sont envoyés plus tard. Mais du coup, on se rend pas compte du budget communication qu'il peut y avoir pour un éditeur là-dessus, qui, à mon avis, est très serré aussi. Est-ce que on vous en parlait pas du tout, j'imagine, de votre côté? On en parle très très peu. Ça va être très variable en fonction de la taille des éditeurs, mais généralement, c'est plutôt des assez petits budgets quand on prend en comparaison de la communication qu'on peut avoir sur d'autres médiums, parce qu'on est un plus petit truc en fait. Mais on n'aura jamais une campagne dans le métro qui parle de la sortie d'une extension d'un jeu qui marche ou ce genre de choses. Peut-être un jour, j'espère même. Mais pour l'instant, on est vraiment très très loin de là. Et un budget communication global, il va être assez léger puisqu'il va inclure effectivement rapatrier des boîtes et les frais d'envoi et le coût des boîtes dans l'absolu pour quelques personnes. Et encore, je pense pas que les éditeurs, s'ils envoient 30 ou 40 boîtes, c'est déjà vraiment le bout du monde, c'est déjà vraiment beaucoup. Et après, il y a quelques opérations de communication qui sont payantes,
mais il y en a pas tant que ça en fait. Une Trick Track TV aujourd'hui c'est payant, mais tous les éditeurs le font pas. Mais la plupart du temps, il suffit d'envoyer une boîte et de communiquer en amont, d'envoyer un dossier de presse pour espérer avoir des choses. Il y a les ludochronos sur Ludovox, les explications de règles rapides là, je crois que c'est payant aussi, et c'est plutôt payé généralement parce que c'est du bon contenu et ça doit pas être très très cher je pense. Globalement, ouais, un budget comme d'un éditeur, c'est quand même pas des chiffres démentiels dans la plupart des cas. D'accord. Et du coup, toi, les déplacements sur boutique, par exemple, je vais pas te parler du local parce que c'est facile, mais toi, étant en Belgique, par exemple, si t'as Toulouse, une boutique sur place qui te dit, on aimerait te recevoir pour faire une journée spéciale sur The Loop, par exemple, à quel niveau c'est pris en charge et par qui? Ton éditeur, la boutique qui te fait venir, ou toi de ta poche? Je l'ai rarement vécu. Moi de ma poche, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Je le fais pas en tout cas. Je l'ai fait une seule fois en toute transparence. À un moment, je suis allé à Strasbourg pour aller chez Philibert pour faire une journée parce que entre autres parce que chez Philibert c'est des copains aussi, donc j'avais envie d'aller les voir et de passer une journée à Strasbourg. Et on en a profité pour faire, j'ai fait une soirée au Philibert, une journée dans la boutique et l'enregistrement d'une vidéo. Et j'ai passé un bon moment, mais quand je suis rentré chez moi, je me suis dit ouais, c'était quand même, ça coûtait un billet de train aller-retour, c'est super cher, j'ai bouffé au resto tout le temps, il faut pas que je le considérais comme une opération commerciale, parce que le nombre de boîtes que j'ai vendues suite à ça par rapport à ce que j'ai dépensé, je suis pas, attention, moi aussi je mets des guillemets qu'on voit pas, mais je suis pas rentable du tout. Oui, bien sûr, et surtout les boîtes que tu vends, t'as qu'un pourcentage dessus, c'est pas les tiennes directement. C'est ça. Ce qui fait aussi que la plupart des éditeurs vont pas être chauds pour payer ton billet d'avion ou de train pour t'emmener dans une boutique à l'autre bout du monde et pour payer ça. Une fois, j'ai une boutique qui m'a invité, mais c'était pour un festival en même temps. Elle organisait un petit festival, genre c'était, je peux le dire, il n'y a pas de secret, je pense, c'était les 24 heures du jeu à Auxerre. C'était la boutique Carte sur table qui chaque année a un invité, et il m'avait défrayé. Alors je dormais chez l'habitant et ça m'allait parfaitement bien, hein. Si jamais vous voulez m'inviter des fois sur des trucs, un canapé ça me plaît très bien. J'ai pas besoin de la suite de l'hôtel de votre coin, quoi. Mais ils avaient pris en charge mes billets de train et moi j'étais comme un dingue, quoi. C'était vraiment trop bien, j'étais très content d'y aller parce que j'avais la possibilité de le faire, quoi. Je veux complètement l'idée. On va avancer un tout petit peu. Tout ce qui est, alors le jeu est vendu et quand il commence à se vendre, on est à un mois après la sortie du jeu, donc techniquement l'explosion de sortie en termes de promotion commence un peu à aller sur le bas. Le suivi de la vie du jeu, c'est quoi? En fait, j'imagine qu'il y a plein de choses à faire. Faut continuer à en parler partout pour continuer à le promouvoir. Éventuellement, commencer à penser à des extensions. Peut-être ça, on en parlera peut-être dans une future émission. Il y a les errata des différentes règles, tout ça. Comment ça se gère en fait? Est-ce qu'il y a une relation éditeur là-dessus qui te fait des remontées en disant merde, on voit qu'il y a une erreur là-dessus, il faudrait pouvoir le changer. Comment c'est géré? C'est à peu près ce que tu décris. En fait, il y a vraiment un truc de tout pareil. Encore une fois, je le fais. Je sais que certains le font, certains s'en fichent, hein, mais pour moi, il y a un espèce de boulot de veille en fait, où typiquement je suis abonné au hashtag Draftosaurus sur Instagram pour voir quand il y a un truc qui passe, ou je suis abonné à tous mes jeux sur Board Game Geek pour voir quand il y a une question de règle et y répondre. Et vraiment, moi, mon but, c'est de partager le contenu quand il existe, de continuer de discuter quand il y a des questions, de effectivement continuer à répondre favorablement quand des gens, et c'est rare, mais ont encore envie de parler d'un jeu 1 ou 2 mois après sa sortie. Vraiment, il y a une notion de se tenir au courant de ce qui se passe pour pouvoir le partager et remettre en avant un peu le jeu après sa sortie. Ça te prend en moyenne combien de temps dans le mois de sortie d'un jeu par semaine pour de faire ça? Parce que tu vois, aller répondre aux questions de règles sur différents threads BGG, j'imagine que ça prend du temps. Penser à regarder les Instagram des trucs, ça prend du temps aussi. C'est quoi? C'est 2 heures par semaine, 3 heures par semaine? Je pense que c'est entre une demi-heure et 1 heure par jour. Ah oui, quand même. Ouais. Mais aussi parce que tu vois, moi je suis un bisounours ça me fait plaisir quand les gens ils parlent de mon jeu. Donc si quelqu'un fait un post sur Twitter en disant j'ai joué à Monster Café, j'ai trouvé ça cool, je vais prendre la peine de le retweeter, de lui mettre un petit message disant ah merci pour ton message sur le jeu, ça me fait plaisir. En fait, c'est
souvent tellement de la transmission de bonheur que j'ai envie d'en faire un peu partie. Après, les questions de règles, il n'y en a pas tant que ça, aussi parce que j'ai pas fait des jeux très compliqués, et je pense qu'on a dû faire un boulot correct sur la rédaction des règles, mais j'en ai pas tant que ça, et ça me prend pas un temps fou, ça, par contre. Plus pour The Loop déjà, est-ce que tu l'anticipes un peu plus? Parce que The Loop, il est quand même un peu plus tordu alors pas forcément en termes de règles, mais il y a tellement de possibilités de... Ouais, il y aura des interactions qu'on n'aura pas prévues, c'est sûr. En tout cas, je suis prêt, je suis chaud comme la braise, quoi. J'arrête pas de dire que je suis chaud comme la braise pendant cet épisode, mais je suis paré à répondre aux questions, et j'ai envie de le faire, et j'ai envie de découvrir des interactions qu'on n'a pas vues, et de montrer aux gens que si jamais ils ont un problème de règles, bah je suis là pour les aiguiller et pour les aider, quoi, parce que c'est plaisant comme sensation aussi. Concernant les règles et les différents errata, alors je parle pas forcément d'errata, mais ça peut être plus de FAQ, un truc qu'on comprend mal, une interaction qu'on n'a pas prévue justement. Est-ce que toi t'es plus team, il faut absolument mettre ça à jour sur un truc de l'éditeur? Est-ce que c'est plutôt sur un trade BGG? Est-ce que, enfin, comment c'est prévu en fait? Parce que là, la façon dont tu le dis, j'ai l'impression que c'est toi en tant qu'auteur qui te donne envie de le faire, mais est-ce que l'éditeur est impliqué dedans? Est-ce que lui, tu vas lui dire, ok, j'ai mis un errata de règles sur BGG, est-ce qu'on peut le mettre en place sur le site de l'éditeur par rapport à la fiche du jeu? Qu'en est-il des téléchargements possibles sur le jeu, des illustrations éventuelles, des errata de règles en PDF, cartes différentes supplémentaires ou n'importe quoi? Et comment c'est géré? La plupart du temps, c'est en bonne communication avec l'éditeur. Typiquement, tu vois, là, on a, qui est un bon exemple d'un jeu où on a beaucoup plus de questions, mais Arceus, qu'on a fait avec la team Kaedama, il y a au moins un thread BGG qui se crée toutes les semaines. Et ponctuellement, je vais pour répondre à la question, et je vois qu'il y a Douit, qui est le CM de Ankama, qui a déjà répondu. Et des fois, je vois qu'il n'a pas répondu, et donc je réponds, et j'imagine, parce qu'on en a jamais parlé, que lui, il se connecte, il va voir, ah, bah Théo, il a déjà répondu, c'est parti. Ça arrive pas trop parce que typiquement, c'est un peu moins leur truc, mais ça pourrait arriver que Antoine, Ludo ou Corentin aient répondu aussi. Et donc, il y a un espèce de truc de voir qui et de prendre la place si jamais elle est encore disponible. Pour le partage de contenu, c'est généralement plus l'éditeur qui va le faire, qui va créer des images, qui va l'uploader sur son site, de faire, je sais pas, Yellow, ils font souvent des petits fonds d'écran pour téléphone ou ce genre de choses. Ça, c'est plutôt eux qui gèrent, avec une dimension de... Parfois, c'est nous qui sommes la première impulse. Tu vois, on peut écrire à l'éditeur en disant « Ah, bah typiquement, là, j'ai écrit à Yellow en disant « Ah, ça serait cool de faire un scénario bonus pour Détective Charlie. Est-ce que ça vous dit, je l'écris et on le met en ligne sur votre site web ?» Et donc, bah, c'est moi qui suis à l'origine du truc, mais c'est eux qui vont le mener à son terme. Et des fois, c'est l'inverse, d'ailleurs. Du coup, ça c'est du contenu supplémentaire d'un jeu. Ouais. Alors, toi, tu le fais parce que j'imagine que t'aimes le contenu et pouvoir donner plus et que ça te rend heureux, mais en vrai, ça reste du travail qui n'est pas prévu par ton contrat qu'on a signé dans l'épisode 5 ou 6, j'ai oublié. Comment ça se passe? C'est du boulot qui n'est pas rémunéré et où on envisage que ça fasse partie du truc. Il y a quelques fois où j'ai un seul jeu en fait où on a fait une opération de communication qui était un peu plus d'envergure et qui nous demandait vraiment du travail, et l'éditeur a spontanément proposé de nous rémunérer, ce qui était extrêmement à son honneur. Je le remercie, c'est l'écoute. Mais souvent, quand on te dit est-ce que tu pourrais créer un goodies, qui est un des trucs qui revient souvent, tu fais ton goodie et puis c'est parti, et tu sais que tu vas pas être rémunéré, mais tu sais que tu vas pas y passer 3 semaines non plus, quoi. Le seul moment où tu commences à être de nouveau rémunéré, c'est quand le contenu va être vendu, et ce qui est le cas avec un goodie, hein, typiquement, si jamais, là on a fait une suite bonus pour Draftosaurus, pour l'instant elle est distribuée gratuitement dans les boutiques, je crois, et donc on touche rien dessus et on n'a pas été payé. Si demain Ankama décide de la mettre en vente pour 2 balles sur les salons ou sur leur site web, on touchera un pourcentage de ces 2 balles à chaque fois. Qu'en est-il des extensions? Est-ce qu'il y a un seuil de déclenchement quelconque? C'est-à-dire, ok, on est à plus de 2 mois après la sortie du produit, il serait le temps de parler des extensions. Est-ce qu'il y a un seuil de vente qui dit ok, tout est parti, c'est out of stock, on est obligé de reproduire, du coup ça vaut peut-être le coup de parler des extensions maintenant? Est-ce que c'est l'auteur qui en est à l'origine en disant du coup moi j'avais pensé à une extension, je vous le propose à l'éditeur? Est-ce que c'est l'éditeur qui va être l'impulse du truc? Comment ça peut se dérouler? Il y a un peu plusieurs écoles, et j'ai l'impression que c'est en train de... J'ai vécu là ces 2 dernières années un changement du rapport éditorial à l'extension qu'il y avait avant. C'est-à-dire que là, moi, j'ai vécu au moins une fois un jeu où on s'est dit, on va sortir le jeu, on y croit, on va travailler dessus, on a fini le développement du jeu, il est parti, il est en print. Ça serait cool qu'on réfléchisse à une extension quand même, alors que le jeu est même pas encore sorti. En se disant, on anticipe un peu, et il y a une notion de risque un peu partagé, de nous, on y passe un peu de temps, l'éditeur, il passe déjà aussi un peu de temps. Si le jeu est un échec cuisant et parfait, on la sortira pas, mais tant pis, on a pris le risque pour que si le jeu fonctionne même juste bien, on puisse rapidement arriver avec du contenu supplémentaire. Et qu'il y ait vraiment cette notion de on l'a prévu pour que
bah, ça arrive sur le bon délai et parce que quand tu viens de finir le développement d'un jeu, t'es encore bien dedans, t'es encore bien chaud, donc c'est plus facile d'arriver, de souvenir bien comment on joue et qu'on bosse sur des extensions. Ça, j'ai l'impression que c'est un modèle qu'on va voir de plus en plus, que dès le départ, l'éditeur anticipe un tout petit peu la potentialité de faire une extension. Là où le modèle le plus classique, mais qui pour moi arrive un peu à son temps, c'est se dire effectivement le jeu il sort, on le laisse un peu vivre, on voit si ça marche et si ça marche on envisage de faire une extension. C'est ce qui après ça dépend énormément du jeu aussi, hein, j'imagine, mais c'est intéressant de trouver cette volonté en fait de continuer la vie du produit facilement et de lui donner du grain à moudre là-dessus sur du long terme en fait. Et même quand tu disais c'est quand même un risque pour tout le monde parce que tu commences à travailler sur un truc, tu sais pas s'il va déjà fonctionner, l'éditeur prend du temps là-dessus aussi et il sait pas si son jeu de base va se vendre, mais c'est intéressant et le marché du coup a évolué énormément là-dessus sur les extensions, mais comment pas bouffer en fait son jeu de base avec une extension qui sortirait trop tôt ou trop tard. Ça c'est le boulot de l'éditeur j'imagine, mais est-ce que tu as une insight toi aussi dessus en disant bah écoute j'ai l'impression que là la hype retombe, c'est maintenant qu'il faut le faire parce qu'elle n'est pas complètement retombée, ou est-ce qu'il faut profiter justement de ce truc pour donner encore du grain à moudre au jeu et le propulser un peu plus? Ah, c'est un beau sujet parce qu'il y a vraiment une notion qui n'existait pas non plus, qui est un peu le fait que maintenant un jeu de société à succès c'est une licence. Tu vois, alors une licence pas dans le sens IP Avenger ou Star Wars, mais typiquement un des bons exemples où je trouve qu'ils ont fait beaucoup de travail, c'est King Domino. Où King Domino est sorti, ça a plutôt bien fonctionné, ça a bien pris très vite. Et très vite on a eu Queen Domino, puis très vite on a eu la première extension. Assez rapidement on a eu King Domino Duel. Et encore un tout petit peu après, on a eu King Domino, la version enfant, la Dragomino, qui est sortie cette année. Et ça m'étonnerait pas qu'on voit encore des choses arriver sur King Domino. Pourquoi ? Parce que ça permet au jeu d'occuper un peu le terrain en fait. Et je pense que c'est une bonne logique de la part de Blue Orange et de Bruno. Je sais pas à quel point qui est à l'origine de quoi, hein, là pour le coup. Même si Bruno travaille plutôt bien ce genre de questions, de sujets-là. Mais c'est clair que aujourd'hui, tu fais un jeu à succès. Il faut pas juste se reposer sur succès en se disant c'est bon, ça marche tout seul, mais il faut un peu le travailler pour que le succès continue en fait. À quel moment en fait tu décides de passer en fait parce que une licence c'est pas la même chose qu'une extension. Là clairement, Ouais. moi je le différencie très grandement en fait sur le fait de dire une extension elle va pas se vendre, elle va se vendre à 50% de ce qu'a été le jeu de base en moyenne. Je dis vraiment le chiffre au hasard, mais c'est ce que j'ai en tête. Tandis qu'une licence, C'est assez vrai. c'est-à-dire faire un spin-off, des énormes guillemets, vous voyez pas quand je dis ça, du jeu, c'est de dire, ok, je compte que ce jeu-là, qui est complètement nouveau, qui va changer la mécanique, mais qui va garder un peu cet univers, se vende à 75-80% de ce qu'a été le jeu dont il vient, en fait. Ouais, c'est un peu retravailler un nouveau jeu, en fait. C'est cette espèce de... En fait, tu peux le déclencher assez vite. L'extension, tu peux la déclencher vraiment très vite parce que c'est pas une grosse prise de risque. Souvent, c'est des jeux qui sont moins ambitieux en termes de matériel, une extension, moins ambitieux en termes d'illustration, donc le coût de production est pas forcément de production en amont de la production physique, le coût de mise en place d'édition est pas si cher que ça. Et donc si ton extension elle arrive, à moins que ton jeu ça soit vraiment un four total et que t'en aies pas vendu du tout, en fait ça va remettre ton jeu de base en avant, ça va créer du contenu supplémentaire, et au pire t'en vendras pas énorme, mais ça t'aura pas coûté très cher. Donc faire une extension aujourd'hui, quand ça a du sens aussi, hein, les extensions qui servent à rien, le milieu, on n'a pas trop envie et le marché les accueille pas très bien. Mais quand ton extension elle a du sens, c'est pas débile de la lancer et de bosser dessus assez rapidement. Là où effectivement ton spin-off, il faut que ton jeu soit un beau succès. Et encore une fois, on avait parlé un peu des chiffres, mais c'est dur de voir quand est-ce qu'on a un beau succès. Pour que tu te dises, ouais, ça mérite une version Roll and Write, Legacy ou 2 joueurs, quoi. Ok, je sens qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on arrivera à le disséminer dans différents épisodes parce qu'on arrive à la fin. On n'a pas ou très peu parlé, alors que je pense que t'en avais très envie, et moi très envie de t'écouter là-dessus, sur la place de l'auteur dans la communication globale. Je le dis comme ça parce qu'on en a parlé en off tous les deux. Mais pour nous lancer là-dessus, et je pense qu'on en fera du coup un épisode spécial, un peu à plus. Fond, je suis chaud. Avec peut-être des invités de différents acteurs de la chaîne de création du jeu, et je pense que ça nous ferait vraiment kiffer tous les deux. Je vais résumer les grandes lignes de cet épisode là-dessus. Donc la place de l'auteur,
en tant que communicant dans le monde, après que son jeu soit devenu un produit, est quand même extrêmement importante. Faut pas la mettre de côté, même si ça fait partie intégrante de son métier en tant qu'auteur, ça fait pas forcément partie de son métier intégrante pour le côté éditeur. Je sais pas si c'est clair quand je dis ça, mais je différencie le fait de promouvoir son propre produit, mais promouvoir pour l'éditeur, c'est une autre chose. Donc faire attention à peut-être différencier un peu les deux. Tu m'arrêtes si j'ai une bêtise là-dessus. Non, je suis assez d'accord. Donc ça permet, de se mettre en avant en tant que personne auteur, et ça c'est extrêmement important, vraiment ne l'oubliez jamais, vous êtes à l'origine du produit, et vous êtes vraiment les personnes qui permettent ce produit d'être créé et d'être mis en avant, même si toute la chaîne est quand même là derrière et qu'elle est importante. L'idée première, elle vient de l'auteur, donc il faut se ménager là-dessus, oublier un peu ce syndrome de l'imposteur, continuer la promotion, réseaux sociaux, se mettre en avant autant que son jeu, encore une fois, on le redira pas assez. Pensez très vite à des extensions si le jeu le permet et si le marché l'accepte. Ça, on vient d'en parler, et éventuellement, effectivement, des différents spin-offs, et toujours cette relation d'osmose, je vais dire, même de complicité presque, entre l'auteur et l'éditeur, c'est-à-dire communiquer très régulièrement, voir quand il y a un problème sur le jeu lui-même, sur une règle ou n'importe quoi, ou comment il a été accueilli, pour pouvoir en parler régulièrement avec son éditeur et pouvoir résoudre ça rapidement, et toujours le voir comme un vrai confrère en fait dans la vie du jeu. Est-ce que j'ai oublié ou dit une bêtise? Non, c'est très clair, je me rends compte que j'ai encore oublié un truc, mais qui est important et qui fait à mort aussi, en fait. C'est la sortie du jeu, vous allez recevoir plein de gens qui vont vous dire que votre jeu il est cool, hopefully. Vous allez avoir plein d'interviews, de posts, de gens qui jouent à votre jeu, qui vont être dedans et qui vont adorer. Protégez-vous des gens qui vont pas aimer, qui vont faire des critiques des fois négatives, et ça peut être dur à encaisser, mais globalement, appréciez le truc, quoi. Félicitez-vous et ouais, célébrez un peu le fait que votre jeu, les gens ils y jouent et qu'ils y prennent du plaisir. Très important en effet, et je pense que le côté négatif, on en parlera peut-être plus dans la prochaine émission. Pour le coup, le sujet, ce sera plus le jeu d'après, comment gérer la suite de ce qui vient de se passer et rebondir sur autre chose, parce qu'effectivement, je pense que le côté négatif de la communauté, qui est malheureusement là, il faut savoir justement rebondir dessus différemment. Parfait. Voilà, bah écoute Théo, encore une fois, merci pour ton temps là-dessus, sur ce sujet, et tes réponses et tes très bons conseils. Avec plaisir, merci à toi. Un petit insert de quelques secondes pour vous indiquer qu'on va faire un épisode FAQ avec Théo dans pas très longtemps. Donc si vous avez des questions à poser pour cet épisode, n'hésitez pas surtout à revenir vers nous en DM, Twitter, directement, ou sur Discord ou ailleurs. N'hésitez pas pour envoyer vos questions, ça on fera un gros global de tout ça, on pourra faire un épisode avec toutes les questions qui reviennent. Voilà, on reprend l'épisode. Et on se retrouve dans 2 semaines, du coup, j'allais dire le mois prochain, mais ça y est, on y arrive. On y arrive, vous le savez maintenant depuis le 8 épisodes, mais effectivement, on est passé en bimensuel assez rapidement. Merci à tous ceux qui ont demandé, merci à vos retours, parce qu'en vrai, c'est, comme tu l'as dit Théo, sur plusieurs posts, c'est grâce à ça qu'on s'est motivé un peu plus à le faire. Moi, je savais pas comment l'émission allait être accueillie, et du coup, j'avais un peu de frein là-dessus, mais tu m'as très vite convaincu. Donc, merci à vous. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord du vaisseau Hypersensas, où on parle de création. Ça peut être un bon endroit pour poser vos questions si jamais vous en avez. Moi, j'y traîne régulièrement. Exactement, plus que moi en tout cas. Et on se retrouve dans 2 semaines, dans 6388. Kiffez bien, jouez bien, prenez soin de vous. Et voilà.